Bonsoir à tous. Est-ce que vous allez bien? Vous voyez, j'essaie quand même de faire des vidéos un petit peu plus régulièrement. En fait, je dis ça parce que je filme cette vidéo quasiment directement après celle que je viens de poster. Et peut-être qu'il va y avoir 2 mois entre le moment où je filme cette vidéo et le moment où je le monte. On sait pas. J'avais pas du tout envie d'attendre avant de vous parler de cette histoire. On part directement dans le vif du sujet. Le film de Conjuring 1, qui est sorti en 2013, a fait un tabac dans les salles de cinéma. Alors le film raconte l'histoire d'un couple, Roger et Caroline, qui, avec leurs 5 filles, emménagent dans une maison qui est hantée. Donc leurs 5 filles, c'est Andrea, Nancy, Christine, Cindy et April, qui sont âgées entre 12 et 5 ans. Ils emménagent dans cette maison et très vite, il y a des événements très étranges et très flippants qui commencent à arriver. La famille appelle donc les Warren à la rescousse pour venir les aider dans cette chose qui est absolument terrifiante. Les Warren disent que la maison est hantée par un esprit qui s'appelle Bathsheba, qui est un esprit démoniaque, et ils finissent par exorciser Caroline qui s'est fait posséder par cet esprit. Les critiques ont acclamé le film pour sa réalité. On ressentait tout dans nos tripes quand on voit ce film, et pour une très bonne raison. Le film est inspiré de faits réels, de la vraie histoire de la famille Perron, et nous allons parler de la vraie histoire de The Conjuring 1 aujourd'hui. Nous avons déjà parlé des Warren à 2 reprises, et donc cette vidéo va rentrer dans le sujet des dossiers Warren. Donc pour refaire un peu bref ce qu'on a déjà dit, je vous invite à aller regarder les autres vidéos. Donc on avait déjà parlé des Warren dans la vidéo sur Amityville, dans la vidéo sur Annabelle. Donc qui c'est les Warren? Il y a Ed Warren qui est un démonologue, qui se spécialise dans l'étude des démons, et sa femme Lorraine Warren qui peut communiquer avec les esprits. Et ensemble, ils ont fondé une société et ils ont fait des centaines d'enquêtes. Ils ont même un petit musée où ils emplacent bien gentiment les objets hantés qu'ils ont vus pendant leur enquête. Alors quand on regarde le film, on se dit ouais, c'est dramatique, c'est exagéré. Et bien en fait non. Lorraine Warren a été consultante sur le film et elle dit que beaucoup des événements qui sont décrits dans le film sont arrivés dans la vraie vie. Andrea Perron, donc, qui est l'aînée de la famille, donc qui avait 12 ans quand elle a emménagé dans la maison, c'est l'enfant qui parle le plus de ce qui s'est passé dans cette maison. On va en reparler plus tard. Elle dit que 5 à 10% de ce qui se passe dans le film est vrai et que le reste vient de l'imagination des scénaristes. Mais en fait, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Elle dit que le film a été rendu plus doux parce que le réalisateur voulait qu'il soit accessible à partir de 13 ans. Et donc il a diminué les événements qui se sont passés. Vous imaginez diminuer The Conjuring? En fait, c'était pire ce qu'ils ont vécu. D'ailleurs, le film n'a finalement pas réussi à être à partir de 13 ans, ça a été à partir de 16, je pense, tellement c'était dur à regarder. La vraie histoire de la famille Perron est donc pire que ce qui est décrit dans le film. Ce n'est pas peu dire. Alors, on va revenir un peu sur Andrea. Donc, Andrea, qui c'est? Donc, c'était l'aînée de la famille. Elle a écrit une trilogie qui s'appelle House of Darkness, House of Light, qui relate ses 10 ans passés dans la maison. C'est d'elle que je tiens le maximum de mes informations sur le sujet parce qu'elle a fait énormément d'interviews aussi où elle parle de ce qui s'est passé dans la maison. Et donc, c'est d'elle que me vient quasiment toutes les sources. Donc c'est des sources vraiment crédibles vu qu'elle a vécu ce qui s'est passé. Alors Andrea directement dit que les événements qui ont eu lieu dans la maison, donc on va l'appeler la ferme parce que les habitants de la maison l'appelaient la ferme Arnold même, des événements bizarres ont commencé avant que la famille emménage dans la maison. Et Andrea dit que c'est toute une série d'événements qui ont conduit à la famille qui emménage dans la maison, et elle dit que pour elle c'était leur destin, qu'il fallait qu'ils vivent là-bas, c'était dessiné, c'était écrit. Alors environ 2 ans avant d'emménager dans la maison, les filles, donc les 5 filles, ont reçu un chien de la part de leur père, donc elles avaient beaucoup d'animaux, et leur père a ramené un chien à la maison, donc Andrea avait à l'époque 10 ans. Les filles tombent absolument amoureuses de chien dès le moment où il apparaît dans leur famille, et Andrea particulièrement adorait ce chien. Elle dit que c'était son bébé, c'était son chien à elle, enfin, elle l'adorait. Dès qu'il est arrivé, Caroline, donc la maman, a pris le chien dans ses bras et a dit c'est un chien très spécial qui a besoin d'un nom très spécial. Et là, venant de nulle part, elle a dit Bathsheba. On se souvient Bathsheba de qui c'est? C'est l'esprit démoniaque là qui, dans le film, hante la famille. Les filles n'avaient jamais entendu ce nom, Caroline n'avait jamais entendu ce nom, elle ne sait pas comment c'est arrivé à son esprit, mais voilà, le chien s'est appelé Bathsheba. Donc déjà c'est très bizarre. Environ 2 ans plus tard, Andrea est avec ses sœurs et promène le chien, donc le chien est sous sa responsabilité.
Le chien traverse la rue en courant. Andrea essaie de le rappeler en criant Bathsheba. Le chien se retourne et se fait faucher par une voiture et meurt. Encore maintenant, Andrea pleure dans les interviews quand elle parle de cet événement qui l'a vraiment traumatisée. En fait, cet événement, donc la mort de Bathsheba, ça a entraîné un vrai traumatisme chez Andrea qui a commencé à se refermer complètement sur elle-même, à devenir très dark comme ça, alors que c'était une enfant enjouée. Et donc, pour essayer d'un peu lui redonner le moral, ses parents l'ont emmenée en vacances avec toute la famille pour essayer un petit peu de lui redonner le sourire. Pendant ces vacances, leur mémé était censé garder les autres animaux de la famille. Dans ces autres animaux, il y avait un petit chat que Andrea adorait et elle raconte que ce chat, c'était pour elle sa façon de surmonter la mort de Bathsheba. Et pendant ces vacances, alors que la mémé était rentrée chez elle, des enfants du voisinage sont rentrés dans la maison et ont pris le chat et l'ont tabassé à mort. Andrea, quand elle est revenue de vacances et qu'elle a vu son chat mort, elle pète un plomb. Elle décide de retrouver cet enfant qui a fait du mal à son chat et elle dit que elle voulait lui faire la même chose que ce que l'enfant avait fait à son chat. Elle voulait le tuer. Elle a fini par retrouver l'enfant et elle l'a battu quasiment à mort jusqu'à ce qu'une voisine le voie et la retire. Elle n'avait que 11 ans à l'époque, mais elle était vraiment habitée d'une haine énorme envers cet enfant qui avait osé faire du mal à son bébé. Ça a entraîné un très grand drame dans le voisinage. Elle raconte que son père a carrément dû aller au tribunal pour expliquer ce qui s'était passé, tellement ça a entraîné un drame gigantesque. Et la famille a été un peu la cible de rumeurs dans le voisinage. Par exemple, les filles devaient être accompagnées à l'école. Enfin, ça allait vraiment plus dans le voisinage et c'est ce qui les a un peu poussées à déménager en fait. La mort de Bathsheba est le point de départ de leur emménagement dans la maison. C'est quand même une série de circonstances qui est très étrange. Comment est-ce que la famille tombe sur l'annonce de cette maison? Andrea jouait de la flûte et pendant un de ses cours de flûte, sa mère a été chercher le journal. Et le soir même, elle s'installe alors que les filles étaient au lit, elle s'installe, elle lit son journal et tout. Et là, elle voit une annonce pour la maison, la ferme, qui est située dans le Rhode Island, aux États-Unis, à Harrisville plus précisément. Caroline raconte que l'annonce était comme si elle popait en dehors du journal. Genre, elle lui a vraiment sauté aux yeux. Elle appelle l'agent immobilier à 21h. C'est super tard déjà de nos jours, mais alors à l'époque ça se faisait vraiment pas. Et le lendemain matin, elle part visiter cette ferme sans le dire aux filles, en laissant les filles avec une amie, sans dire où elle va. Elle visite la ferme, elle en tombe absolument amoureuse, elle vide le compte en banque familial, qui ne comptait que 500 $, pour laisser une option sur la maison. Pendant ce temps-là, Roger était en voyage d'affaires et donc elle laisse juste assez sur le compte en banque pour pouvoir nourrir les filles jusqu'à ce que Roger revienne. Alors Roger revient, il fait wesh, t'as acheté une maison sans moi? Tu vas récupérer le chèque directement? Et Caroline lui dit non. D'abord on va voir la maison et ensuite si tu l'aimes pas, on peut récupérer le chèque. Roger va voir la maison. Il en tombe lui aussi absolument amoureux. Et la maison est achetée en décembre 1970. La première semaine de janvier 1971, la famille emménage dans la ferme sous une tempête de neige. La famille n'a pas été prévenue qu'il y avait peut-être des événements surnaturels qui avaient lieu dans la maison. Parce que l'État de Rhode Island ne demande pas aux propriétaires de la maison de dire légalement aux gens qu'il peut se passer des choses un petit peu peut-être étranges dans la maison qu'ils vont acheter. Donc ils ne savent pas du tout dans quoi ils mettent les pieds. Cependant, le vendeur, donc qui est un vieil homme de plus de 90 ans, prend Roger à part le jour de l'emménagement et lui dit simplement « Pour le bien-être de votre famille, laissez les lumières allumées la nuit. » Alors Roger, il pense simplement que c'est dû au fait que c'est une nouvelle maison, qu'il a des filles jeunes, elles ont entre 12 et 5 ans, donc c'est encore des enfants, et que juste le vieil homme a peur que les filles se trébuchent en allant aux toilettes pendant la nuit et que c'est juste pour le bien-être des filles. Eh bien non, mais au départ, pour eux, cet avertissement ne veut rien dire, ils ne s'inquiètent pas. Et pourtant, les événements paranormaux commencent 5 minutes après leur emménagement dans la maison, alors qu'avant, quand ils ont visité la maison, il ne s'était rien passé, rien de bizarre, ils n'avaient rien senti d'étrange. 5 minutes après avoir emménagé, ça commence. Roger demande à Andrea d'apporter à sa mère, qui est dans la cuisine, une boîte de déménagement. Et Andrea s'exécute, et elle passe dans la salle à manger. Et dans la salle à manger, elle voit un homme qu'elle ne connaît pas. Donc elle le regarde, elle lui dit bonjour, et l'homme ne lui répond pas, il l'ignore. Elle trouve ça un peu étrange, elle va dans la cuisine pour rejoindre sa maman, et elle dit « Maman, qui cet homme de la salle à manger ?» Et Caroline regarde et fait « Il n'y a personne dans la salle à manger, Andrea. » Ce jour-là, les 4 filles, les unes après les autres, sont passées dans la salle à manger et puis dans la cuisine et ont toutes dit « Maman,
c'est qui l'homme de la salle à manger? Et à chaque fois, Caroline était là, il n'y a pas d'homme dans la salle à manger. Pourtant, toutes les filles l'ont vu. Et Nancy est venue voir Andrea et a fait, Andrea, tu vois l'homme qui était dans la salle à manger? Il vient de disparaître sous mes yeux. 5 minutes. Déjà, ça commence à partir en couille. Alors, les animaux de la maison, donc dans le film, ils ont un chien qui meurt dans cette maison. Et en réalité, les animaux de la famille ne voulaient absolument pas mettre les pieds dans cette maison. Ils pleuraient de détresse. Il a fallu les traîner à l'intérieur. Et Andrea raconte qu'il y a bien un chien qui est mort 2 semaines après leur emménagement, mais elle ne veut pas en parler. Dans toutes les interviews que j'ai regardées, elle refuse d'en parler. On dirait que c'est vraiment traumatisant, donc je ne sais pas ce qui s'est passé pour ce chien, mais en tout cas, il est mort. Alors après 2 ou 3 nuits dans la maison seulement, la famille commence déjà à ressentir que quelqu'un les observe. La 2e ou la 3e nuit, Cindy, qui est alors âgée de 8 ans, arrive dans la chambre d'Andrea et lui demande si elle peut dormir avec elle. Elle a l'air d'avoir peur et Andrea lui dit « Oui, bien sûr, tu peux venir dormir avec moi, qu'est-ce qui se passe ?» Et Cindy lui dit « Il y a des voix dans ma chambre. » Et Cindy, à cette époque-là, dormait avec Christine et donc Andrea lui dit « Non, mais c'est sûrement Christine qui parle dans son sommeil. » Cindy lui répond « Non, c'est pas Christine. C'est plusieurs voix autour de mon lit qui disent en même temps la même chose, de plus en plus fort. Il y a 7 soldats morts enterrés dans les murs. Il y a 7 soldats morts enterrés dans les murs. » Seule Cindy pouvait entendre ces voix qui lui disaient cette même phrase en boucle. Directement après avoir emménagé dans la maison, Caroline, donc la mère, commence à ressentir une très grande tristesse. Alors la maison est un peu étrange, il est impossible de la réchauffer, il fait toujours un froid mais mortel à l'intérieur, c'est glacial, c'est horrible, et toutes les cheminées de la maison sont condamnées. Environ une semaine après avoir emménagé, Caroline décide d'aller voir l'étable qui est dans la propriété parce qu'ils avaient promis aux filles que pendant l'été elles pourraient avoir des chevaux et donc elle va voir l'étable pour voir dans quel état elle est. Elle arrive dans l'étable et il y a juste une ampoule qui pend du plafond. Elle allume l'ampoule et dès qu'elle allume l'ampoule, elle entend un espèce de bruit, genre Andrea dit que c'est un whoosh, non c'est chut. Admirez mon imitation s'il vous plaît. Et elle se dit mais c'est quoi? Elle se dit c'est un oiseau ou quoi qui est bloqué. Et elle lève la tête et au-dessus de sa tête, il y avait un couteau qui tournait tout seul. Caroline, elle a jamais vu ça de sa vie, elle regarde, elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Le couteau s'approche, s'approche, s'approche et fonce dans sa direction et lui coupe quasiment la gorge. En fait, il lui coupe une partie des vêtements, il passe à côté d'elle et elle manque de mourir. Une semaine après avoir emménagé, c'est très court comme délai. C'est le début d'une longue descente aux enfers pour la femme qui est à l'époque âgée de seulement 29 ans. Donc à 29 ans déjà, elle a 5 gosses. Waouh! Mais donc âgée de seulement 29 ans, Caroline va vivre un véritable enfer pendant 10 ans. Alors Andrea commence petit à petit à ressentir la même tristesse que sa mère. April, qui a 5 ans, quand ils emménagent dans la maison, elle peut voir et entendre les esprits. Alors à l'époque, elle n'allait pas à l'école. Donc elle restait avec Caroline pendant la journée alors que les autres filles et Roger allaient travailler et les filles étaient à l'école. Et Caroline l'entendait souvent parler. Elle se disait oui, elle joue avec ses Barbies, je sais pas, elle les fait parler. Et April allait toujours jouer au même endroit. C'était une sorte de placard qu'il y avait entre 2 chambres. Et c'était un des seuls endroits chauds de la maison. Et April allait souvent jouer là. Et un jour, alors qu'elle jouait, une des portes s'ouvre et un petit garçon apparaît. C'est un petit garçon blond avec des yeux verts très clairs. Il a l'air terrifié, il n'a pas l'air bien, il a l'air malade. Il doit avoir 6 ans. Et donc April, qui est trop petite pour vraiment avoir peur, lui dit bonjour. Et il se présente comme étant Oliver Richardson. Et les 2 enfants se mettent à jouer ensemble. April n'a jamais parlé de Oliver à quiconque parce qu'elle avait peur qu'on lui fasse du mal. Oliver était son ami. Elle avait d'ailleurs très très peur que les Warren, quand ils sont arrivés, fassent disparaître Oliver. Ce n'est que 30 ans après qu'elle en parle à ses sœurs. Donc elle a gardé le secret pendant 30 ans. Le lit de la famille bougeait pendant la nuit et quand ils se réveillaient, ils étaient obligés de le remettre à leur place tellement ils avaient bougé. Et Cindy, particulièrement, en souffrait parce que son lit était secoué quotidiennement. Les filles parlent de ces apparitions dans un premier temps à Andrea, mais aucune des filles n'en parle à Caroline parce que ça se voit que Caroline ne va pas bien et elles ne veulent pas empirer les choses et donc elles ne parlent pas de ce qui se passe à leur mère, elles gardent ça entre elles. De toutes les filles, Christine, donc la fille du milieu, refuse encore à ce jour de parler de ce qui lui est arrivé vraiment. Elle est absolument traumatisée. Alors parmi les petites choses qui se passaient, par exemple le balai de la maison,
Il disparaissait, genre Caroline ne le retrouvait plus, puis il apparaissait à un autre endroit, avec des piles de crasse ou de terre à côté. Elle entendait des bruits dans les pièces où ils étaient pas. C'est leur quotidien en fait. Leur quotidien, c'est d'être hanté. Alors après avoir été bien secouées, les lits se mettent à léviter. Et à être secouées, et les filles et les parents tombaient des lits pendant la nuit. Les filles avaient aussi leurs cheveux et leurs membres qui étaient tirés par les esprits pendant la nuit. Andrea raconte que Cindy, elle a beaucoup souffert, elle était beaucoup malmenée par les esprits. Elle raconte que c'est parce que quand Cindy avait 2 mois, elle a été opérée, et pendant cette opération, elle est morte pendant quelques secondes, que quand elle est revenue, déjà depuis toute petite, c'était comme une vieille âme, et que pour elle, c'est ce qui attirait les esprits vers Cindy. Andrea, par contre, a été pas mal laissée seule parce qu'à chaque fois que les esprits venaient la voir, elle leur disait non mais je suis occupée, j'ai pas le temps pour vous, et alors il l'a laissée tranquille. Donc la meuf, quand même, elle a du culot, hein. Elle dit aux esprits non mais pardon en fait, j'ai pas le time, cassez-vous. Et il l'écoute, c'est génial, pardon mais quel pouvoir. Et puis un jour, Caroline ouvre une des cheminées qui a été condamnée, et c'est là que les choses ont commencé à devenir très violentes. Alors ce jour-là, donc Caroline ouvre la cheminée et va prendre une douche. Et puis une voisine arrive pour apporter un cake aux filles. Donc c'est un peu la fête, il y a une voisine qui arrive, c'est une voisine qu'ils connaissent bien, qu'ils apprécient. Bref, belle journée. Et puis alors qu'ils sont dans la cuisine, ils entendent Caroline hurler. Absolument terrorisée, les filles se précipitent. Et elles voient Caroline se faire battre par un porte-manteau en bois qui était là. La voisine voit ça, la voisine n'est jamais revenue dans la maison. Alors Caroline, évidemment, elle a des bleus partout. Et quand Roger revient d'un autre voyage d'affaires, elle lui montre les bleus et Roger ne la croit pas. Les filles ont donc compris qu'elles ne pouvaient pas faire confiance à leur père pour parler de ce qui leur arrivait, ni à leur mère qui était traumatisée aussi, et donc elles gardaient ça pour elle. Il a fallu à Roger longtemps pour se rendre compte que ce que ses filles et sa femme racontaient était vrai. Ce n'est qu'en juin 1971, donc 6 mois après leur emménagement, qu'Andrea va enfin parler à sa mère de ce qui la tourmente. Les filles sont au lit. Andrea va dans la cuisine et dit à sa mère, voilà maman, j'ai quelque chose à te dire. Sa mère dit, réveille tes sœurs, mais laisse-elles plus le dormir. Et donc, les 4 aînés de la famille se retrouvent avec Caroline dans la cuisine et lui racontent tout ce qui s'est passé. Caroline les écoute, mais elle ne dit rien de ce qui se passe pour elle, pour ne pas inquiéter ses enfants. Et pendant cette discussion, elle leur dit d'être toujours polis et d'être toujours gentils avec les esprits parce qu'ils étaient là avant eux dans la maison. Cette maison, c'est aussi la leur. Il faut toujours être respectueux. Mais Caroline, ça va de moins en moins bien. Elle commence à vieillir, elle maigrit énormément, elle change de style de vêtements, elle commence à mettre des vêtements très vintage, elle commence à parler dans un vieux anglais, son teint change, elle attrape des rides, ça devient une autre personne de qui elle était avant. Vraiment, c'est la descente aux enfers. Et à partir de ce moment-là, Andrea, donc, qui est l'aînée, a un peu pris le rôle de maman pour élever ses sœurs et pour décharger sa mère de l'enfer qu'elle est en train de vivre. Alors, nous allons aussi parler un petit peu plus des esprits spécifiques qu'il y avait dans la maison. Et là, nous allons parler de Madame Arnold. Donc, Madame Arnold, c'était une vieille femme de 93 ans qui, d'après les registres, s'est pendue dans les tables. En fait, Madame Arnold adorait Roger, adorait les filles. Elle haïssait Caroline. Et une nuit, Andrea est dans son lit, elle dort, et puis elle se réveille, et d'un coup, paralysie du sommeil. Genre, elle ne peut pas bouger. Bon, elle panique, comme tout le monde quand on a une paralysie du sommeil. Et là, elle a une sorte d'expérience hors du corps, et elle se voit dans la chambre de sa mère. Et dans la chambre, elle voit Caroline qui est réveillée. Et il y a un esprit qui est en face d'elle. Alors cet esprit, on dirait une femme, qui porte une longue robe grise avec un corset très serré. Le corps est vraiment décharné, ses yeux sont vides, donc ses orbites sont vides. Elle a très peu de cheveux, il y a des toiles d'araignée sur le corps. Et le plus gros détail, c'est que la nuque est complètement cassée. C'est ce qui leur fait dire qu'en fait c'était Madame Arnold qui s'est pendue parce que ça ressemble à la façon dont elle serait morte. Et l'esprit avance vers Caroline, et Caroline est complètement paniquée, essaie d'échapper à l'esprit, se retourne vers Roger et elle voit dans le dos de son mari des grosses marques de griffures. Quand elle se retourne, l'esprit a disparu. Andrea, qui a assisté à tout ça sans pouvoir aider sa mère, revient dans son corps et se rendort. Lorsqu'elle se réveille, elle se souvient de ce qui s'est passé, elle descend en courant pour aller voir sa mère. Sa mère est réveillée et est en train de dessiner ce qu'elle a vu. Andrea regarde le dessin et se rend compte que ce qu'elle a vu n'était pas un rêve, qu'elle a vraiment assisté hors de son corps
à un événement absolument traumatisant lorsqu'elle regarde les horloges sont arrêtées à 5h15 du matin. Et d'ailleurs, à 5h15 du matin, tous les matins, la famille était réveillée par des odeurs de putréfaction. Miam. Il y avait aussi des portes qui claquent, des cris. Roger, quand il devait aller dans le sous-sol, donc la famille évitait souvent d'aller dans le sous-sol par peur. Et quand il devait aller dans le sous-sol, il sentait qu'il était regardé, qu'il était observé par derrière. Alors, au bout d'un moment, Caroline, elle se dit, bon, je vais peut-être faire un petit peu des recherches sur la maison pour savoir ce qui s'y passe, nom de Dieu. Et elle découvre que cette maison a été construite en 1736 et elle a été habitée par 8 générations de la même famille, les Arnold. Et en fait, les Perron, c'est les premiers extérieurs aux Arnold qui emménagent dans la maison. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle ils étaient cimentés. Et donc, 8 générations de Arnold sont quasiment tous morts dans cette maison. Alors, plusieurs enfants sont morts dans un ruisseau proche, noyés. Il y a eu des suicides par pendaison, des suicides par poison. Il y a eu des gens qui seraient morts de froid. Et il y a eu même le meurtre et le viol d'une petite fille de 11 ans qui s'appelait Prudence Arnold. Après, on n'est pas sûr parce que le registre dit qu'elle est morte autre part. Ça s'est passé il y a longtemps, donc on ne peut pas être sûr, mais voilà, il y a une suspicion qu'une petite fille se serait fait vraiment agresser dans cette maison. Alors, parlons un petit peu maintenant de Ed et Lorraine Warren, parce qu'ils sont où là? Ils attendent quoi pour venir les aider? Eh bien, en 1973, la veille d'Halloween, le 30 octobre, Lorraine et Ed Warren se présentent chez les Perron. Comme ça. En fait, contrairement au film où c'est Caroline qui va leur parler, ils ont entendu parler de l'affaire à un séminaire et ils décident d'y aller parce qu'ils ont envie d'aller voir. Dès qu'ils entrent dans la maison, Lorraine se prend la tête dans les mains et dit « Il y a un esprit démoniaque dans cette maison et son nom est Bathsheba. » Alors qui est Bathsheba? Ben oui, à part le chien qui est mort, mais qui est-elle? Bathsheba Sherman, c'est une femme qui a vécu dans la ferme d'à côté de celle des Arnold au milieu des années 1800. Elle est née en 1812, a épousé un fermier qui s'appelait Sherman. Alors Bathsheba, c'était une femme au foyer, elle restait à la maison pendant que son mari travaillait à la ferme. Et ils ont eu un fils, Herbert Sherman, en 1849. Alors, il est possible que le couple ait eu 3 autres enfants. Donc, des registres parlent de 3 autres enfants. Il y aurait eu une Julia, un Edward et un George. Mais ils seraient tous morts avant l'âge de 7 ans. Après, c'est pas sûr, parce que ça date d'il y a super longtemps, mais il y a comme des registres de 3 autres enfants qui seraient nés du couple. Bathsheba avait une mauvaise réputation à son époque. Un jour qu'elle gardait un bébé des voisins dans la propriété des Arnold, le bébé est mort. Et alors qu'on examine le corps de l'enfant, on remarque qu'il y a la marque d'une aiguille dans son crâne. Il serait mort de convulsions et directement la rumeur court que Bathsheba aurait volontairement tué le bébé pour un sacrifice à Satan, pour rester jeune et belle toute sa vie. Et donc, on l'appelle directement sorcière. Alors c'est connu qu'à l'époque, les femmes étaient souvent appelées sorcières pour des raisons ridicules. Il y a eu apparemment en procès et elle a été présumée innocente. Mais la rumeur continue à courir que Bathsheba Sherman est sataniste. Il y a même des rumeurs qui commencent à courir comme quoi c'est elle qui aurait tué ses 3 enfants qui sont morts à 7 ans, qu'elle martyrisait le staff qui était dans la maison. Ça aurait créé une énorme colère chez Bathsheba. Donc elle est morte en 1885 et son mari est mort 4 ans avant, en 1881. Donc Bathsheba est morte pas sur la propriété des Arnold, mais son mari est mort sur la propriété des Arnold. Donc dans la maison où la famille Perron habite maintenant. Alors on pourrait trouver plusieurs articles en ligne qui parlent du fait que le corps de Bathsheba se serait changé en pierre quand elle est morte et qu'elle aurait été la victime d'une paralysie qui a terrifié les médecins de l'époque. Mais ça pourrait être que des rumeurs en fait, parce qu'il y avait toutes ces rumeurs qui couraient autour d'elle. Ils disaient qu'elle était sorcière et que le fait qu'elle se change en pierre, c'était le prix de Satan, parce qu'elle lui avait fait un sacrifice, qu'elle lui avait demandé la jeunesse éternelle. Voilà. Alors, Ed et Lorraine Warren en viennent à la conclusion que c'est Bathsheba qui hante la famille Perron. Et ils amènent à cette conclusion pendant que Caroline leur explique un événement qui s'est passé beaucoup plus tôt, même plusieurs années plus tôt. Elle était dans le canapé du salon, elle était là, elle vivait sa vie, et puis d'un coup elle sent une énorme douleur dans son mollet. Et elle regarde, et on voit il y a du sang. On dirait qu'elle s'est fait piquer, alors elle regarde pour une abeille et tout, mais il n'y a rien. Et en fait la marque ressemble à une aiguille. Et Lorraine directement dit « C'est Bathsheba, elle a amené l'aiguille avec laquelle elle a tué le bébé dans l'au-delà, et c'est elle qui vous a fait ça. » Et d'après Lorraine, Bathsheba, c'était vraiment une sorcière, c'était un esprit démoniaque, elle est extrêmement dangereuse et elle en veut à Caroline parce que
soit c'est elle la maîtresse de maison, c'était Bathsheba la maîtresse de maison, et là c'est Caroline qui essaie de prendre sa place, soit Bathsheba est amoureuse de Robert et elle refuse que Caroline ait ce rôle, donc elle s'en prend énormément à Caroline. Cependant, Andrea n'est pas vraiment d'accord avec cette conclusion. Elle dit que pour elle, l'esprit qui tourmentait sa mère, c'était Madame Arnold, et que Bathsheba n'était pas celle qui faisait autant de mal à Caroline. Dans tous les cas, Caroline était physiquement et émotionnellement tourmentée, et elle souffrait énormément. Les Warren, contrairement au film, ils n'emménagent pas avec la famille, mais pendant 1 an et demi, ils viennent, ils font des investigations, ils essaient de découvrir ce qui se passe. Lorraine décide de conduire une séance pour essayer de soulager la famille. Roger, il est absolument contre, mais Ed et Lorraine poussent vraiment pour faire cette séance, et pendant cette séance, ils emmènent leur équipe technique pour filmer, un médium et un prêtre. Roger, déjà, il voit tout ce monde, il est là, super. Et en fait, cette séance va tourner au drame. Contrairement au film où ils arrivent à exorciser Caroline et ils vivent heureux tous, c'est pas ce qui s'est passé. Déjà, c'est pas un exorcisme, c'est une séance qu'ils font et ils la font dans la salle à manger. Andrea raconte que déjà toutes les filles étaient là pendant la séance, sauf Nancy qui était chez une amie à ce moment-là. Et donc elles assistent à tout. Et Andrea raconte que le médium a voulu communiquer avec les esprits et a ouvert une porte qu'ils n'ont pas réussi à refermer. Et qui a été très très dangereuse. Ils ont invité un esprit très dangereux dans la maison à ce moment-là. Et cette chose a attaqué violemment Caroline. Alors très vite, la table de la salle à manger se met à léviter et toutes les lumières s'éteignent. Andrea dit que si Caroline s'est vraiment fait posséder, ce n'était que pendant une brève seconde. Mais la chaise de Caroline se met à léviter de plus en plus haut, alors qu'elle se met à parler dans des langues qui n'existent pas sur cette planète et à se tordre dans tous les sens. La pauvre Caroline est projetée à 6 mètres de l'endroit où elle se trouvait et tombe inconsciente. Andrea dit même qu'elle a cru que sa mère était morte. Roger va essayer de se précipiter vers sa femme. Ed essaie de l'en empêcher et Roger frappe Ed au visage. Caroline, à ce jour, n'a aucun souvenir de cette séance. Alors après cette séance, Roger, il jette les Warren en dehors de chez lui. Ils font les gars, vous avez déjà fait assez de dégâts, cassez-vous. Je comprends un petit peu son raisonnement. Et il est extrêmement inquiet pour la stabilité mentale de sa femme qui continue à se détériorer. Donc elle arrête de manger, elle maigrit de plus en plus. Vraiment, elle est plus que l'ombre d'elle-même. Mais un soir, elle descend dans la salle à manger et elle demande à Andrea d'enfin lui préparer quelque chose à manger. Elle a enfin faim. On dirait que les choses commencent à aller mieux. Et pendant qu'Andrea lui prépare une assiette de ragoût, Caroline va avoir quelque chose qui va changer complètement le cours des choses dans cette maison. Elle se retourne et dans la salle à manger, il y a une table qui ne leur appartient pas et une famille autour de la table. Il y a des enfants, il y a une femme qui cuisine de la cheminée qui a été condamnée depuis des années et des années. Et il y a 2 hommes à cette table. Un homme croise son regard, donne un coup de coude à l'autre homme, monte Caroline du doigt. Et Caroline comprend alors que, à cet instant, c'est elle le fantôme. Et ça lui fait comprendre qu'en fait, ils s'habitent pas dans une maison, ils habitent dans un portail qui est déguisé en maison. Et que dans ce portail, des époques, des dimensions s'encastrent et ça la fait revenir à la vie. Elle veut enfin se battre pour redevenir qui elle était vraiment. Et Caroline revient à la vie après ces années passées dans l'obscurité. Alors Andrea raconte que la famille a continué à vivre dans la ferme jusqu'en 1980, pendant 10 ans. 10 ans où les manifestations d'esprit ne se sont pas arrêtées une seule fois. Après ce moment-là, il déménage dans une ferme. Andrea explique pourtant que ces 10 ans étaient 10 des meilleures années de sa vie. Qu'elle a compris à l'âge de 12 ans qu'il y avait un autre monde et ça lui a permis de ne plus avoir peur de la mort. Elle raconte avec émotion des événements qui se sont passés. Elle en pleure même d'émotion. Pour elle, c'était incroyable ce qui s'est passé dans cette maison. Et elle raconte d'ailleurs que la moitié de la famille ne voulait pas partir de cette maison. C'est Caroline qui a forcé Roger à trouver une autre maison en disant si je passe un hiver de plus dans cette maison, je ne vais pas survivre. Mais à côté, donc on a Cindy, April et Christine qui veulent absolument dégager de cette maison, qui veulent plus en entendre parler. Mais on a Roger, Andrea et Nancy qui ne veulent absolument pas quitter cette maison qu'ils adorent. Et Nancy d'ailleurs, quand ils achètent la ferme, elle refuse de quitter la maison. Et elle va rester dans la maison pour en prendre soin le temps que les autres propriétaires emménagent.
dans la ferme des Arnold, c'est la dernière fois que toute la famille Perron vivent sous le même toit. 5 ans après avoir déménagé, Cindy et Nancy sont revenues à la maison pour une visite. Et Nancy raconte que pendant cette visite, elles ont été comme entourées par une aura d'esprit qui leur ont touché les cheveux, caressé le visage, et elles entendaient toutes les deux les esprits leur dire « C'est bien vous, vous êtes revenus, c'est bien vous ». Et Nancy raconte ça avec des larmes dans les yeux, absolument émerveillée par ce qui lui est arrivé et par ces 10 ans passés dans cette maison. C'est en 2007 qu'Andrea se met à écrire son livre House of Darkness, House of Light. Et au départ, elle ne le dit pas à sa famille. 6 semaines après avoir commencé à écrire son livre, alors que sa famille ne le savait même pas, elle reçoit un appel d'Hollywood qui lui demande est-ce que tu veux bien raconter ton histoire? Comment il le savait? Personne ne le sait. C'est vraiment, il y a plein de mystères autour de cette famille. Vraiment, c'est trop étrange. Andrea raconte que tous ceux qui ont un jour habité dans cette maison ont connu des événements surnaturels. Il y a même un homme qui est venu pour faire des travaux alors qu'il déménageait, et cet homme serait parti en courant de la maison en laissant ses outils, en laissant sa voiture, et il serait jamais revenu tellement il a eu peur. La maison maintenant a une nouvelle propriétaire qui s'appelle Norma Sutcliffe. Elle essaye en fait de voir le côté scientifique de l'affaire. Alors elle dit qu'elle a vécu des événements qui étaient un petit peu inexplicables. Elle a eu des portes qui claquent, des bruits de conversation dans des pièces où elle et son mari ne sont pas. Mais elle dit qu'elle n'a jamais rien vécu d'énorme. Et quand le film est sorti, il y a eu plein de curieux qui sont venus à la maison. Ça, vraiment normal, elle en a eu trop marre. Et du coup, elle essaye par tous les moyens de prouver que Andrea ment et que ce qui s'est passé au Perron n'était pas vrai et que c'est une mascarade. Mais voilà, la vraie histoire de la famille Perron qui pendant 10 ans s'est fait hanter dans cette maison à Harrisville, de le Rhode Island. Voilà, cette très longue vidéo encore une fois. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'aime trop cette histoire. Je trouve qu'elle est même un peu émouvante en fait, parce que Andrea, ça se voit qu'elle a adoré vivre dans cette maison malgré tout ce qui lui est arrivé. Je trouve ça méga émouvant. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, à commenter, à vous abonner. Ça veut vraiment dire beaucoup pour moi. Et je vous reverrai une prochaine fois. Coupé!